Vous dites vous appeler Ekia, Amici, Zimbou. En ce mois de mai 1897, vous partez pour l'Europe, avec le contingent emmené par les médecins blancs. Vous, qui venez de l'estuaire de Boma, du Haut-Congo ou du Kasaï, vous êtes attendu à l'exposition universelle de Bruxelles. Vous arrivez d'un pays réputé impénétrable. Ils vous ont promis des cadeaux et le privilège de vous habiller comme les Blancs. Vous serez les ambassadeurs de l'Afrique que le roi veut faire connaître aux Belges. Jours de traversée depuis Boma, le froid glacial. À bord, les épidémies de variole. Déjà 3 morts. Vous débarquez le 1er juillet 1897. Anvers frissonne, mais des milliers de voix vibrent jusqu'à vous. Déjà, les fanfares s'avancent. Comment vous prénommez-vous demandent les Belges amassés sur les quais. Inungu, Bajoko et Punja, vos noms sont imprononçables. J'ai vécu au centre du pays, là où ils n'ont même pas l'idée de ce que c'est que la mer. Par peut-être le lac Monkamba, mais qui est très loin. Et pendant toute mon enfance, je voyais des images splendides des missionnaires qui arrivaient chez nous. Et la première chose qu'ils nous montraient justement, c'était le port d'Anvers, puisque la plupart avaient embarqué à Anvers. Et les films que je voyais dans la cité minière où j'ai grandi, à la fourmilière de Bakwanga, portaient principalement sur les grands bateaux qui partaient vers des horizons lointains, et particulièrement vers le Congo belge. Donc Anvers pour nous c'était la grande cité d'où partait la civilisation, d'où partaient ces missionnaires, d'où partaient les administrateurs coloniaux, tout ce qui faisait la splendeur de la colonie. C'était beaucoup plus une image de gloire, si vous voulez, hein, de magnificence et pour nous presque un lieu inaccessible, une porte d'entrée vers le ciel. Mais jamais on n'aurait imaginé qu'Anvers puisse avoir une autre image que celle de cet émerveillement. L'exposition universelle de Bruxelles, qui rassemble plus de 50 pays, s'ouvre pour 3 mois. L'après-midi même, vous arrivez à la gare du Nord. Partout, la foule curieuse et sympathique. Les journaux d'époque parlent de flots délirants, de véritables grappes humaines. Vous êtes ici les héros. En quelques jours, vous avez accédé à un autre monde. La presse vous cite quand vous vous exclamez « Il y a plus de blanc que de feuilles sur les arbres de nos forêts ». Attention, attention, restez en retrait des Congolais. Prière de laisser sortir le contingent dans l'ordre. Attention, attention, laissez passer la délégation congolaise. Le soir même, on vous transporte à Tervuren, petit village paisible de quelques centaines d'habitants. Des agriculteurs, des ouvriers, quelques bourgeois. L'exposition consacrée au Congo vient tout juste d'être installée et présente plusieurs sections. Des objets ethnographiques, un aquarium de poissons exotiques, un entrepôt vitrine des produits du Congo, un pavillon sur l'action des missionnaires.
La police belge est chargée de l'encadrement. Le lendemain, vous voilà à pied d'œuvre, le programme peut commencer. Ici, je suis exactement à l'endroit où se trouvaient les Congolais en 1897. Le programme qui leur était imposé consistait à présenter des scènes de la vie quotidienne, à chanter, à exécuter des danses ancestrales, à fabriquer des objets d'usage courant et parfois à amuser les visiteurs avec des démonstrations de courses en pirogue. Pendant la journée, ils vivaient dans 3 villages traditionnels séparés du public par une clôture. Leurs cases étaient installées autour de ces étangs. Pour la construction de ces cases, on avait amené des matériaux de là-bas dans les cales du bateau. Alors des palmiers et des bananiers devaient donner à l'ensemble un aspect plus exotique, plus tropical. Les organisateurs avaient eu soin de constituer un échantillonnage de différents types de la population. Ainsi, ils avaient fait venir des Mongos, des Batetela, des Bakongo, des Baluba et même des Pygmées. Plus de 250 individus, parmi lesquels un contingent de 100 soldats de la force publique, avaient été conduits à Tervuren. C'est ici qu'ils passaient la nuit, à l'étage de ce bâtiment-là, réaménagé pour les circonstances juste avant leur arrivée. Dans les dortoirs, les soldats avaient leurs armes bien arrangées et les mariés avaient leurs chambrettes avec des petits rideaux bleus, rouges, etc. La Croix-Rouge, devant veiller sur la santé des Congolais, peut-être qu'elle devait également les surveiller, s'était établie à proximité. Ils recevaient par jour et par personne des quantités suffisantes de pain, de riz, de viande, de légumes. Comme boisson, ils avaient droit à de la bière. Et pour les réconforter quelque peu, on donnait régulièrement du genièvre. Bakaki, Mombai, Lokangi, Yele, Wajoko, Musiata, Bikoko Moko, Yendele, Sangila, Lukunga, Mopera, Boma, Mundonga, Epunja, Lokanza, Bikoko, et vous tous qui êtes là, vous qui êtes venus de si loin, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, maintenant, je vous appelle, je vous invoque.
On vous nomme Ekia. Chef de la tribu des Bangala, vous avez 20 ans à peine. On vous dit malade et très éprouvé par la traversée. Vous vous appelez Mopera, guerrier de la même tribu. Un officier belge vous a demandé de déposer les armes. Vous êtes les membres de la force publique, 100 hommes bien entraînés, dit-on. Et parmi vous, le sergent Kitoma, qui recevra plus tard les honneurs du bourgmestre de Bruxelles. Vous prétendez être un chef arabe et vous vous êtes joint à l'expédition.